Salut tout le monde! Après des semaines d'attente et de teasing sur Instagram, je lance enfin officiellement ma série sur l'anatomie du scénario. Aka, ce gros bouquin qui pèse une tonne, qui est long à lire, mais qui est gorgé d'informations essentielles pour écrire un scénario. Avant toute chose, mes vidéos ne sont qu'un résumé, qu'un raccourci de ce que vous pourriez vraiment trouver dans le livre. Donc si mes vidéos vous plaisent ou vous intéressent, je vous conseille fortement de l'acheter. C'est un peu comme si je vous faisais une mise en bouche et que l'auteur, le vrai, eh bien il vous attend dans un. Venez me voir, il est bien ce livre. Ce qui est vrai. La deuxième chose, c'est que les méthodes qui prônent de faire des plans ou des structures particulières sont assez controversées chez les écrivains. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même manière d'écrire et pas la même vision sur l'écriture. Certains pensent que les méthodes sont bien et engendrent une multitude d'histoires solides, d'autres pensent que c'est un générateur à clichés parce que tout le monde suit la même structure. Bref, chacun son avis. Je respecte totalement votre avis et le fait qu'il puisse être différent du mien et que vous puissiez détester ce genre de méthode, c'est normal, chacun pense ce qu'il veut. J'ai décidé de faire cette série de vidéos sur le livre de John Truby parce que je le trouvais intéressant, que je trouvais essentiel de le mettre à portée de tout le monde, même si après c'est incomplet mes vidéos, et bien sûr vous devriez acheter le livre si vous voulez vous faire votre propre avis, mais après ce n'est absolument pas une bible que vous devez suivre absolument au pied de la lettre si vous n'en avez pas envie. Chacun fait comme il veut. Bref, après cette petite introduction qui était là pour rappeler que tout le monde fait ce qu'il veut, dans le meilleur des mondes, nous pouvons commencer à parler de l'anatomie du scénario. Pour vous donner un petit peu de contexte, John Truby est un Américain qui donne des cours d'écriture partout dans le monde, même en France, et qui est consultant en scénario. C'est quelqu'un dont la parole au niveau de l'écriture pèse un certain poids, voilà, il est lourd ce livre, et qui a décidé d'écrire ce petit pavé de 574 pages grand format en 2008. Et il faut dire qu'il a connu un certain succès par rapport à sa méthode, ou ses différentes méthodes comme nous allons le voir durant toutes ces vidéos. Ce livre nous explique comment écrire un scénario de livre, de film, de série, bref, tant que vous écrivez, c'est censé marcher et donner un bon scénario. En réfléchissant à la manière dont j'allais vous parler de ça, parce que bon, je voulais pas vous faire un cours trop rébarbatif et un peu ennuyant, je me suis dit, hey, John Truby, il nous dit que si on suit sa méthode à peu près à la lettre, parce que lui-même le dit que chaque histoire est différente, donc il faut pas suivre exactement ce qu'il dit au pied de la lettre, il faut adapter. Donc si on suit sa méthode à peu près, on obtiendra une bonne histoire. Et si je transformais une histoire pleine de clichés, mauvaise à souhait, en une bonne histoire? Bon, si vous avez déjà vu un petit peu mes vidéos, vous commencez à me connaître, on va transformer une de mes vidéos clichés en une super histoire, à la John Truby. De ce fait, durant les 9 prochaines vidéos, oui 9, il va falloir être patient, je vais transformer l'histoire de ma vidéo cliché sur la romance, avec la même base de personnages et de base d'histoire que j'avais posée là, oui, on va reprendre cette base d'histoire pleine de clichés, pour en faire un super scénario. Et vous allez l'adorer, j'en suis certaine. Non, j'en suis pas certaine, mais on va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc mon but est de transformer ça en roman lisible, publiable, voire même appréciable. C'est quand même pas mal, non? D'ailleurs, on va nommer cette histoire pour que ce soit un petit peu plus clair entre nous. J'ai jamais été très douée pour les titres, pour le coup, c'est pas mon domaine. Je sais pas vraiment faire un titre, mais on va l'appeler l'éclosion. Oui, l'éclosion. Et donc ce livre, cette éclosion, ce sera notre roman que l'on va écrire ensemble, ou que je vais écrire tout seul devant ma caméra et que vous allez regarder avec moi pendant 9 vidéos. C'est parti! Alors, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, mais nous allons commencer par la prémisse. Mais qu'est-ce que c'est la prémisse? C'est une phrase courte qui répond tout simplement à la question « De quoi parle ton histoire ?» Après, quand je dis court, ça peut être plus ou moins long, mais généralement, on conseille de faire des phrases de moins de 15 mots. Aussi, dans cette phrase, il doit n'y avoir ni prénom ni nom, mais des caractéristiques générales. Par exemple, pour Harry Potter, on dit un jeune orphelin, on ne dit pas Harry Potter. Et surtout, la phrase en elle-même doit évoquer l'ensemble de l'histoire, pas simplement le début avec le premier élément déclencheur. La prémisse est d'ailleurs la première étape de la méthode flocon de neige, que je vous avais évoquée en vidéo sur ma méthode pour écrire un scénario, vous pouvez la retrouver juste ici. En gros, si on peut résumer l'idée de Truby, la prémisse c'est la petite graine qui est la base de votre histoire et qui en grandissant va donner, effectivement, un scénario organique. Et ouais, rien que ça. Une prémisse
Naturellement, ça ne se trouve pas en quelques heures, voire même en quelques jours. Des fois, ça prend bien plus de temps que ça parce que ça va être la base de votre histoire, ce sur quoi vous allez partir. Et en choisissant une prémisse, ça veut dire que malgré vous, vous allez éliminer toute une possibilité d'histoire parce que ça ne rentre pas dans ce que vous avez écrit dans la prémisse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Truby, la prémisse que l'on doit écrire doit être celle de l'histoire que l'on aimerait lire ou voir au cinéma. Ça doit être quelque chose de profondément ancré en nous, quelque chose qui n'existe pas encore et que l'on aimerait modeler. Bon alors, nous allons donc créer un prémisse, toujours en partant sur ma vidéo sur les clichés en romance. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller la voir tout de suite. Comme ça, vous n'allez pas être perdu si je fais des blagues dessus. Ce serait quand même dommage que vous ne compreniez pas et que je me prenne avant, toute seule. Ce serait triste. Bref, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je rappelle, on avait deux personnages principaux, Anna et Julio, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne va pas utiliser de prénom dans la prémisse. Ça doit être le plus impersonnel possible, avec des caractéristiques globales pour qu'on puisse comprendre qui sont les personnages sans les connaître. Donc, si je devais faire un roman sur Anna entre à la fac et tombe amoureuse de Julio, voilà la prémisse que j'écrirais. Quand une étudiante timide et mal dans sa peau tombe amoureuse d'un jeune homme solitaire qui la voit telle qu'elle est réellement, elle décide de reprendre sa vie en main et de s'affirmer auprès de ses proches. Ça en jette, hein? Je dois bien avouer que ma phrase est un peu longue, mais elle résume bien la globalité de mon histoire. Cette prémisse, cette longue phrase, génère à elle seule des promesses envers le lecteur. Le fait qu'il va y avoir de la romance déjà, puisque je parle bien d'amour, et du développement personnel, donc d'une personne qui se cherche et qui, normalement, doit ou pas se trouver à la fin de l'histoire. Cependant, à ce moment précis de l'écriture de mon scénario, j'ai encore la main sur tout ce qui pourrait se passer sur mon histoire. Et c'est là que John Truby nous dit une chose. Il faut se poser une unique question. Que se passerait-il si? Parce que, pour le moment, cette phrase, elle offre des milliers de possibilités d'histoire. Alors que si on se concentre seulement sur le « que se passerait-il si », on a cet arbre de possibilités devant nous et on fait des choix. Et ces choix nous amènent vers l'histoire que l'on va écrire. Quand on prend le cas de l'éclosion, ouais, je sais, j'aime trop ce titre, on pourrait se demander « que se passerait-il si on poussait la recherche d'identité encore plus loin ?» Avec, pourquoi pas, une situation familiale pour notre héroïne instable, ce qui l'empêcherait d'avoir des bases solides pour évoluer en société. Et aussi la mise en place de jeux psychologiques malsains avec un membre de sa famille, comme par exemple son grand frère. Je vous avais rapidement expliqué les jeux psychologiques dans ma vidéo sur les manipulateurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. De plus, que se passerait-il si on mettait face à face la beauté du premier amour et le passage parfois difficile de l'enfance au monde adulte, aussi effrayant que merveilleux? Voilà. Tout ça, en fait, c'est des possibilités de l'éclosion. Avec mes que se passerait-il, j'ai orienté mon histoire vers un sujet. Mais il pourrait y avoir des milliers de possibilités de que se passerait-il. C'est à moi de choisir. Ou bien c'est à vous pour le coup. Mais voici les possibilités que j'évoque pour l'éclosion. Maintenant que nous avons la prémisse et les possibilités, Truby nous dit un peu stop. Ok. Pour qu'on regarde un petit peu quels sont les défis et les problèmes qu'évoque cette prémisse et ses possibilités. Par exemple, le défi que je devrais relever en tant qu'autrice, si j'avais vraiment envie d'écrire l'éclosion, serait d'arriver à parler de développement personnel tout en gardant en tête que j'écris un roman. La morale ne doit pas être trop explicite et écrire noir sur blanc dans le roman, mais doit se ressentir par le biais des actions d'Anna. Aussi, je me souviens avoir dit dans ma vidéo cliché, j'espère que vous l'avez regardé, que je voulais que mon histoire se passe aux États-Unis parce que de toute façon tous les beaux gosses sont aux États-Unis et les balles de promo sont aux États-Unis aussi. Ok. Ça veut dire que si je m'en tiens à ce que j'ai dit, je vais devoir mettre mon histoire actuelle là aux États-Unis. Mais cela crée comme un problème parce que j'ancre mon histoire dans un pays qui n'est pas le mien, sauf quoi du contraire je ne suis pas américaine, donc je vais devoir mieux me renseigner pour créer un univers authentique. Et le fait de rechercher tous ces problèmes avant même d'avoir écrit une ligne, ça me permet de faire du travail en amont pour éviter de me prendre un mur au bout de 20 pages parce que je n'ai dit que des bêtises. Tout simplement. Nous allons donc attaquer la 4e étape de John Truby qui s'appelle le principe directeur. Alors, John Truby nous dit bien que toutes les histoires n'ont pas un principe directeur, mais que les meilleures en ont un. Ok John, on va regarder un peu ce que c'est de plus près. Pour lui, le principe directeur, c'est ce qui rend une histoire unique. C'est un point de vue, une manière de raconter l'histoire et de l'unifier. Bon, comme c'est très vague,
et que surtout c'est beaucoup plus abstrait que la prémisse, je vais vous donner quelques exemples que John Truby nous donne dans son livre pour que vous compreniez un peu mieux l'idée de ce qu'est le principe directeur. Par exemple, le film L'arnaque, dont la prémisse est deux petits arnaqueurs dépouillent l'homme riche qui a tué leur ami. Eh bien, le principe directeur, c'est raconter l'histoire d'une arnaque sous la forme d'une arnaque pour rouler dans la farine l'adversaire et le public. Donc le but de ce principe directeur, de ce film qui parle d'arnaque, c'est d'arnaquer aussi le public. Autre exemple, le film Tootsie. Donc sa prémisse est un acteur qui ne trouve plus de rôle, se déguise en femme et en trouve un, mais tombe amoureuse d'une des comédiennes du plateau. Et le principe directeur est forcer un macho à vivre dans le corps d'une femme. Dernier exemple que nous donne Truby, celui des Harry Potter en général. Pour lui, la prémisse c'est un garçon découvre qu'il a des pouvoirs magiques et s'inscrit dans une école de sorciers. Et le principe directeur, selon lui, est un prince magicien apprend à devenir un homme et un roi en passant 7 années dans une école de sorciers. Alors ici, les mots prince et roi ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais ce sont des symboles. Quand Harry arrive en première année, son nom est connu, prince, mais il n'a pas fait quelque chose de consciemment en tout cas qui mérite le fait qu'il soit connu. Il l'a fait inconsciemment quand il était bébé, mais pas depuis. Et quand il ressort à la fin des 7 tomes, c'est un roi, donc c'est-à-dire c'est un leader qui a réussi à sauver des gens, qui a réussi à mener d'autres personnes au combat, donc on peut le considérer comme un roi, au niveau symbolique bien sûr. Maintenant que nous avons quelques exemples de principes directeurs, essayons d'en trouver un pour l'éclosion, parce que bon, après tout on veut écrire un roman ensemble. Alors, il pourrait y en avoir des milliers bien sûr. Cela pourrait être à travers l'éclosion d'une romance entre deux personnes instables, émotionnellement parlant, obliger chacun des personnages ainsi que le public à adopter un des rôles du jeu psychologique, que ce soit victime, sauveur ou agresseur, et les faire passer d'un rôle à l'autre tout au long de l'histoire. Parfait! Nous avons rempli toutes ces étapes, nous allons pouvoir continuer. Et je suis certaine que par rapport à ma vidéo cliché, l'image que vous aviez d'Anna a déjà changé avec seulement les 4 étapes que nous venons de faire. Pour Truby, la 5e est d'identifier quel sera le personnage le plus intéressant pour raconter l'histoire. Bon, ici dans mon cas c'est plutôt facile, ça va être Anna, dont on va voir la transformation tout au long du roman, ainsi que la confiance nouvelle envers la romance qu'elle est en train de vivre et envers qui elle est réellement. De plus, elle est intéressante parce qu'on la voit prendre conscience du jeu psychologique dans lequel sa famille l'enferme et dans lequel d'ailleurs le public est enfermé. 6e étape, Truby nous demande de cerner quel est le conflit central. Il se trouve que la majorité, même la grande majorité des histoires ont un conflit. Il y a des anti-intrigues sans conflit, ça existe, mais on va dire que la grande majorité des histoires ont des conflits. Ça ne veut pas dire une guerre entre le bien et le mal, pas forcément. Déjà par exemple dans une romance, le conflit est symbolisé par l'autre personne. C'est-à-dire que la personne dont le personnage principal est amoureux, il va être considéré souvent comme l'antagoniste principal. Même s'ils ne sont pas en train de se battre physiquement, c'est une bataille des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, le premier conflit de mon roman, ça va être celui entre Anna et Julio. Mais ici, mon second conflit pour l'éclosion sera celui d'Anna face à sa famille et au personnage qui l'empêche de s'épanouir en tant que personne. La 7e étape de toute cette partie sur la prémisse est de trouver la séquence unique de rapport de cause à effet. Qu'est-ce que c'est? En gros, quelle est l'action principale qu'effectue votre personnage principal? Tout simplement. Par exemple, pour le film Le Parrain, l'action principale du personnage principal, c'est de se venger. Ici, mon action principale, ça va être qu'Anna essaye de développer son amour pour elle et pour Julio. Passons maintenant à l'étape numéro 8, qui est de définir quelles seront les possibilités de transformation de notre héroïne, ou de votre héros, ça dépend qui est qui. On part d'une faiblesse, qu'elle soit psychologique ou morale, on verra la différence tout de suite. On multiplie ça par l'action principale, et cela donne une transformation. Alors, les deux types de faiblesses. La psychologique, c'est celle qui ne concerne que vous, qui vous met à mal, mais qui n'a aucune conséquence sur les autres. Contrairement à la faiblesse morale, qui elle fait des dégâts tout autour de vous, et donc a des conséquences sur les autres. Par exemple, être mal dans sa peau, c'est une faiblesse psychologique, et avoir un complexe de supériorité qui nous pousse à rabaisser les autres parce qu'on est mal dans sa peau, ça c'est une faiblesse morale, parce qu'elle fait du mal aux autres. Maintenant, au niveau de la transformation, déjà sachez qu'elle peut être positive, négative ou inexistante, c'est-à-dire que le but d'une histoire c'est de voir l'évolution du personnage, en bien ou en mal, ou alors de voir pourquoi il n'a pas pu évoluer.
Souvent les personnages qui ne peuvent pas se transformer, on les trouve dans les tragédies, notamment les tragédies grecques, où effectivement le héros a une prise de conscience bien trop tardive pour pouvoir changer et meurt. Dans le film Tootsie, le personnage principal a une transformation positive parce qu'il se rend compte qu'effectivement elle se comportait mal envers les femmes au tout début de l'histoire. Contrairement au film Le Parrain, qui a une transformation négative puisque le personnage principal devient un monstre dénué de toute humanité. Le Parrain. Du coup, comment on fait pour savoir comment transformer notre personnage? To Be nous indique que pour qu'une transformation soit réussie, il faut que la faiblesse de départ soit l'opposé de l'action principale. Je vous rappelle, moi, l'action principale de l'éclosion, c'est le fait de prendre confiance en elle et de tomber amoureuse. Donc ça veut dire qu'on part d'un personnage qui n'a ni confiance en elle, qui a même une estime d'elle très basse, voire même peut-être qu'elle se déteste, qu'elle se met beaucoup en retrait par rapport aux autres, bref, qu'elle ne se priorise pas et qu'elle ne priorise pas ses sentiments. Ce qui fait que l'action principale qui est de se faire suffisamment confiance pour tomber amoureuse, s'aimer et aimer quelqu'un d'autre, est totalement l'opposé de la faiblesse de départ. Donc, pour réussir son action, Anna va devoir s'affirmer, prendre confiance en elle, arrêter d'être invisible pour pouvoir être visible de Julio. Sa transformation donne donc une jeune femme pleine d'estime d'elle-même et qui est capable d'avancer vers ses rêves, de s'aimer et d'aimer quelqu'un d'autre en retour. Je reprends l'exemple du Parrain parce que pour le coup c'est une très bonne transformation. On part sur un personnage dont l'action principale est de se venger. Donc ça veut dire que si on va à l'opposé de l'action principale pour trouver sa faiblesse de départ, ou en tout cas son état de départ, on a quelqu'un qui au départ ne nous semble pas revanchard ni vengeur, au contraire, il est plutôt réfléchi, plutôt calme, plutôt en dehors de tout ce qui se passe dans la famille, ce qui fait que le contraste avec la fin est d'autant plus surprenant et d'autant plus violent parce qu'effectivement, sa faiblesse plus l'action principale qui sont opposées ont donné quelque chose de tout autre à ce qu'il était au départ. J'ai croisé beaucoup mes bras, j'espère que vous m'avez suivi, vous n'êtes pas perdus. C'est bien, parfait, on continue. L'avant-dernière étape de la prémisse, c'est celle du choix moral. John Truby nous dit, attention, je cite, que le thème de notre histoire est souvent cristallisé dans le choix moral que doit effectuer notre héros ou notre héroïne à la fin de l'histoire. Bien entendu, comme il y a eu transformation, si on proposait ce choix entre la personne que notre héros est au début et la personne que notre héros est à la fin, les conséquences de ce choix et surtout le choix que doit faire la personne ne sera pas le même. Ils ne prendront pas la même décision puisqu'il y a eu transformation, ou pas, il y a certaines histoires où il n'y a pas de transformation, mais dans la plupart des histoires là où il y a transformation, le héros ne ferait pas le même choix si on lui proposait ce choix au début ou à la fin. Donc il vaut mieux placer ce choix moral vers la fin de l'histoire. John Truby nous dit que l'erreur de la plupart des auteurs est de proposer un faux choix, c'est-à-dire un choix où il y a une des propositions, elle est très positive, et l'autre, elle est négative. Donc, faux choix. Les deux propositions ne s'équivalent pas. Alors que les bonnes histoires avec des bons débats moraux et un bon choix moral sont celles où les deux propositions sont égales. Soit toutes les deux très positives, soit toutes les deux très négatives. Dans l'exemple de toutes les deux très négatives, on a l'exemple, bien sûr, du film Le choix de Sophie, qui, sans vous spoiler, va devoir choisir entre sauver un de ses enfants ou sauver l'autre. Et dans les deux cas, ça veut dire qu'un des deux meurt. Voilà. Donc c'est deux choix très négatifs. Et ils sont égaux. Et c'est là où le débat moral ou le choix moral est bien plus intéressant. Pour l'éclosion, on pourrait faire deux choix qui sont à la fois bons et mauvais puisqu'on abandonne l'autre. Par exemple, si Anna prend confiance en elle, se développe, acquiert une certaine visibilité parce qu'elle accepte de prendre en considération ses émotions, ses sentiments, qui elle est, potentiellement, elle pourrait avoir, je sais pas moi, une opportunité de job de rêve qu'elle a toujours voulu faire et qu'elle n'avait jamais osé entreprendre parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Sauf que cette opportunité l'obligerait à changer d'état et donc à quitter sa deuxième proposition, Julio. Donc ça veut dire qu'elle a le choix entre sa vie de rêve au niveau du job ou son amour. Les deux sont très bien, mais prendre l'un c'est abandonner l'autre. Voilà, donc ça c'est un choix moral. Faut-il mieux vivre heureux par son job ou heureux par l'amour? Voilà. La 10e et dernière étape, je sais c'était long, mais vous inquiétez pas, on a enfin fini de cette prémisse et de se demander si ce qu'on a sous les yeux, donc les 9 premières étapes, pourrait plaire à un public. Parce que bien évidemment, on écrit pour soi, pour sa passion, pour se faire plaisir, tout ce que vous voulez. Mais surtout quand on écrit un roman, on sait que notre roman va être lu.
Dans mon cas, si j'avais envie d'écrire l'éclosion, je pitcherai l'histoire, donc tout ce que je viens de créer là sur ces 9 étapes, à différentes personnes. Si une majorité de personnes dans ma cible, hein, là par exemple c'est de la romance, donc je sais que potentiellement ça plaira plutôt à des femmes, potentiellement ça plaira plutôt des femmes de l'âge d'Anna, ou un peu plus jeunes ou un petit peu plus vieilles dans une tranche d'âge définie. Si cette cible semble intéressée, alors je continue. Si je vois qu'il y a des blocages, cette cible n'aime pas l'histoire ou ne semble pas intéressée, alors peut-être que je dois retravailler certains points et qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, loupé, ou que je dois tout recommencer parce que dès le départ, j'ai pas choisi la bonne prémisse. Voilà, c'était tout pour cette première étape et cette première vidéo de l'écriture du scénario. Je vous retrouve la semaine prochaine pour qu'on étudie ensemble les 7 étapes clés de la structure narrative. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de ma écriture et scénario sur ce sujet puisque, comme elle l'a très bien fait, je ne vais pas trop m'attarder sur cette étape et je veux plutôt décrire ce que je vais faire pour l'éclosion pour que vous continuiez à suivre cette histoire. Mais pour le coup, May l'a très bien expliqué, donc je vais vous le mettre en barre d'infos et vous pourrez aller regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, soyons fous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur mes podcasts, Twitter, même si je suis pas extrêmement présente, j'essaye. Tous les liens de ces comptes sont également en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!